C'est un vrai poison, la culpabilité, parce que en fait, c'est grâce à ça qu'on va en enfer, la culpabilité. En enfer sur Terre, d'ailleurs. C'est un vrai, ça crée vraiment des tourments terribles. On sait à quel point la culpabilité est génératrice d'anxiété, d'angoisse, de troubles divers. Poussé à l'extrême, ça peut nous rendre vraiment destructeurs ou autodestructeurs. Ça conduit à la dépression. Enfin, bref, c'est vraiment j'ai envie de dire presque une maladie dont il faut absolument se débarrasser parce que c'est tellement inscrit dans les gènes qu'on a l'impression que c'est presque normal de se sentir coupable, que on devrait vraiment passer son temps à se ronger de remords, à s'en vouloir, etc. Puis surtout que c'est assez pervers comme mécanisme de fonctionnement. C'est à tel point que parfois il y a des gens qui m'écrivent pour me dire: mais vous vous rendez compte, si les gens se sentent plus coupables, ils seront plus responsables. Mais c'est tout l'inverse, parce que justement la personne qui se sent coupable, la culpabilité, c'est exactement ce qui nous empêche de reconnaître notre responsabilité, parce que comme on se juge en bien en mal, c'est d'autant plus difficile de reconnaître que nous y sommes pour quelque chose dans la situation, dans ce que nous avons créé, alors qu'au contraire, une personne qui est libre de la culpabilité, elle sera tout à fait à l'aise pour reconnaître que son comportement n'a pas été très approprié, que son comportement n'a pas été très juste, elle sera capable de regretter, parce qu'il faut bien faire la différence entre le regret et le remords qui est généré par la culpabilité. Le problème, c'est que c'est inscrit dans les gènes. C'est génétique, la culpabilité. C'est tellement... on trimballe ça depuis des millénaires, et puis on va dire merci Mani, c'est lui l'inventaire de la culpabilité, la pensée manichéenne, la notion de bien et de mal. Vous savez qu'au départ, la religion chrétienne, en tout cas, si on prend les enseignements, parce que souvent les gens disent c'est la religion judéo-chrétienne, etc., mais à la base, en fait, non, puisque les enseignements de Christ sont très déculpabilisants. Il dit bien à un moment que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Là, il savait que bon, nous sommes tous de grands pécheurs, on a tous commis des impairs dans notre existence, et c'est très difficile de ne pas l'avouer. Et l'autre aspect, le mot péché en hébreu, ça veut dire rater la cible, ça ne veut pas dire mal. C'est-à-dire qu'on est à côté de la plaque. Et combien de fois on est à côté de la plaque? Et il y a un Saint Augustin qui a énormément écrit là-dessus, sur la culpabilité, les limites, et il a démontré que c'était une vue complètement fausse et complètement inappropriée. Et c'est très libérateur. Et montrer combien, finalement, le principal obstacle à notre bonheur et à l'attitude juste, c'est notre ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire que on ne voit pas ce qu'on fait. Souvent, on est complètement sous l'emprise comme disent les bouddhistes, de nos obscurcissements mentaux qui nous empêchent de voir la réalité pour ce qu'elle est. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On aura l'occasion d'en parler. Donc, une fois qu'on a admis ça, une fois qu'on a reconnu que c'est un obstacle, maintenant la question c'est de voir comment est-ce qu'on fait. Alors d'abord, qui crée la souffrance, qui crée la culpabilité? La notion de jugement, le jugement de bien et de mal. C'est parce que vous avez cette vision dualiste sur vous-même, sur les autres, sur le monde. Et puis surtout, quand je disais justement ça déresponsabilise la culpabilité. Regardez, on est une culture très coupable, et c'est pour ça qu'on aime bien trouver des responsables à nos maux. Jamais on va se dire qu'on y est pour quelque chose dans ce qui nous arrive. On préfère dire c'est de la faute aux autres, c'est de la faute c'est la faute à l'éducation, c'est la faute à mes hormones, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute, c'est même, combien de fois on a souvent accusé Dieu d'être responsable de nos maux. Tout ça parce qu'on veut pas voir comment est-ce qu'on crée notre propre souffrance. Et c'est vraiment un obstacle. C'est de la faute à mon mari, si je suis pas heureux, c'est de la faute à ma femme, elle fait pas ce qu'il faut, etc. Et on arrive toujours comme ça, et toute la journée, on cherche des responsables pour ne pas prendre sa vie en main, pour ne pas prendre ses responsabilités, justement. Et c'est tellement plus facile. Alors qu'au contraire, si on commence à être un peu moins coupable, même beaucoup moins coupable, et qu'on arrive à se débarrasser, eh bien on va dire que voilà, je suis responsable de ma vie, de ce que j'en fais, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de mes pensées, je suis responsable de mes paroles. Mais responsable, encore une fois, ne veut pas dire
coupable, responsable, ça veut dire que je reconnais l'implication de mes paroles, je reconnais l'implication de mes actes, et je reconnais l'implication de ma manière de penser. C'est tout aussi simple que ça. Alors, quand je dis c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que, comme je l'ai dit, on travaille ça depuis des millénaires, c'est vraiment ancré. Vous savez qu'il y a des peuplades, comme par exemple au Tibet, en tibétain, ça se traduit pas le mot culpabilité, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le langage tibétain. Donc, parce que j'en avais parlé une fois, j'avais demandé à un Tibétain ce que c'était que la culpabilité. Il disait, bon, chez nous, ça n'existe pas. Comme ils ont une approche non dualiste de la réalité. Donc, forcément, ça n'a rien à voir. Alors, donc, c'est quelque chose de très occidental. Et effectivement, il y a des influences diverses qui font que on porte ça en nous. Et alors, quand on essaie d'échapper à la culpabilité, on a tendance à tomber dans la désinvolture. Donc on tombe carrément dans l'autre extrême inverse, où on respecte plus rien, on respecte plus les autres, et finalement on se respecte même plus soi-même. Donc ça, c'est pas une absence de culpabilité, on essaie d'y échapper, mais ça ne marche pas. Parce que encore une fois, ça nous colle à la peau, c'est inscrit dans nos gènes. Donc, sans une démarche sincère et authentique, c'est très difficile de se défaire de la culpabilité comme ça. Et il faut progressivement avancer. Et on va voir justement, puisque ce soir, l'objectif de cette conférence, c'est de vous montrer toutes ces clés, 31 clés que j'enseigne cette démarche depuis 36 ans maintenant. J'ai commencé pendant 20 ans en cabinet. J'étais même consultant à France 3. Je suis intervenu dans divers hôpitaux de la région Alsace. Et puis, je travaille pour pas mal d'entreprises. Et on voit à quel point la culpabilité est quelque chose qui est vraiment omniprésente. Elle est vraiment présente partout. Et on s'en échappe pas comme ça aussi aisément. Il faut, c'est toute une démarche qui va nous aider progressivement à nous défaire de ces conditionnements culturels qui sont qu'on a dans la peau. Alors la première chose, et ça c'est parce que c'est quelque chose qui n'existe pas chez la personne coupable, c'est de développer la bienveillance. La bienveillance envers soi-même. Je parle pas du narcissisme qui n'a rien à voir. Le narcissique, lui, il est omnubilé par l'image qu'il veut donner aux autres. C'est tout ce qui compte. C'est son image, c'est quand il est, c'est ces fameuses, c'est dans Blanche-Neige, je crois. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Oui, voilà. Donc, et on a besoin, et on est très dépendant en plus du regard des autres. Le coupable est très dépendant du regard des autres. Il a toujours besoin de l'approbation, de la désapprobation des autres. Et il suffit que quelqu'un montre un regard désapprobateur pour que la personne aussitôt se sente mal dans de nombreux cas. Donc là, au contraire, on découvre la liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, finalement, de s'épanouir, de se réaliser, parce que la culpabilité, c'est tout l'opposé de l'épanouissement de la personne. C'est vraiment tout l'opposé. C'est une prison. Je pense que le terme le plus juste, c'est une véritable prison mentale. Donc, on va voir comment s'en défaire. Donc, je disais, première chose, la bienveillance envers soi-même qui va aller justement à l'opposé. Enfin, c'est pas l'opposé, mais qui ne se préoccupe pas, au contraire de l'image qu'on va donner, bonne ou mauvaise, aux autres. Il s'agit de développer cette bienveillance à l'égard de soi-même pour commencer, comment dire. Je vais vous le dire autrement. Quand j'ai commencé toutes ces démarches, parce que j'ai commencé très jeune la méditation, j'avais 13-14 ans, parce que je me posais des questions, je m'interrogeais sur le sens de la vie, j'avais envie d'avoir des réponses, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de souffrance aussi, et de la souffrance qui est générée par la culpabilité. Et donc j'ai avancé, et puis sur mon chemin, j'ai eu la chance plus tard de rencontrer de nombreux sages de différentes traditions, indiennes, occidentales, tibétaines. J'ai notamment j'ai fréquenté pendant 15 ans un grand maître du nom de Shimen Rinpoche, et qui était pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire. Et avec eux, j'ai appris quelque chose de fondamental, et c'est ce qu'ils apprennent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Ils leur apprennent à être bons pour eux-mêmes.
Parce qu'ils incarnent la vie. La vie est précieuse, et la vie que vous incarnez est précieuse. Donc se mésestimer, avoir du mépris pour soi, de mal se traiter, finalement ça n'a pas de sens, en tout cas pour eux. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout. On nous apprend le sens du sacrifice, que nous, c'est les autres qui sont plus importants. Alors oui, certes, les autres sont plus importants parce qu'ils sont plus nombreux, mais si vous prenez pas soin de vous, comment vous voulez prendre soin des autres? Et on va voir à quel point c'est tellement essentiel, parce que comment respecter les autres si on ne commence pas déjà par se respecter soi-même? Comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Je ne cesse de le dire, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Est-ce que vous avez déjà vu une personne déprimée rendre les autres joyeux? Ça s'est jamais vu. Donc c'est extraordinaire, parce que quelque part, on a su ça dans nos esprits. Finalement, c'est le bonheur, c'est presque. D'ailleurs, quand on en parle, c'est quand même extraordinaire. Soit les gens, ils pensent que c'est complètement utopique, soit ils se disent c'est pour les illuminés, ou alors c'est quelque chose de vraiment d'impossible. Ils se disent d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une véritable chasse aux sorcières sur tous les auteurs qui parlent de bonheur. C'est quand même extraordinaire. Je me dis, mais c'est quand même fantastique. C'est pas ce qu'on veut au départ. On veut bien tous être heureux, non? À travers tout ce qu'on entreprend. Le fait que, je sais pas, vous cherchez un métier, c'est pour vous épanouir. Bon, bien sûr, c'est aussi pour, comme on dit, gagner votre vie. Mais comme je me plaisais à dire pendant le stage, mais vous n'avez pas besoin de gagner votre vie, puisque votre vie, elle vous appartient déjà, donc vous n'avez pas besoin de la gagner. C'est les conditionnements culturels, c'est important. Et comment dire, je me dis, au moment où je vous parle, je me dis, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est même un sujet dont on ne devrait même pas parler, parce que c'est tellement, ça va tellement de soi, parce que, vous voyez, comme je viens de vous le dire, si vous cherchez, vous voulez rencontrer une personne, vous rencontrez un homme, une femme, vous faites des enfants, derrière, en arrière-plan, l'idée, c'est d'être heureux, c'est de partager du bonheur. Bon, mais on sait très bien tous, pour avoir un petit peu d'expérience, qu'au début, c'est la lune de miel, c'est merveilleux, et puis après, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, comme disait un sage indien, il disait, dans une relation, on n'est pas deux, on est quatre. Il y a vous et votre ego. Et donc, vous mêlez votre histoire à votre relation, et ça donne le résultat que vous obtenez. Donc maintenant, on va voir comment on va se faire des cadeaux, un peu plus de cadeaux. Parce que l'importance, comme je dis, la bienveillance, apprendre à s'aimer soi-même, c'est très important, parce que est-ce que vous allez faire un cadeau à une personne que vous n'aimez pas? Bien sûr que non. Mais c'est pareil pour vous. Est-ce que vous allez vous faire des cadeaux si vous ne vous aimez pas? Et comme disait Kimby, je me plais à le répéter pratiquement à toutes les conférences que je donne, Phineas Kimby, un philosophe américain, disait « Votre vie, finalement, n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. » Le problème, c'est qu'on a très peu conscience de nos pensées, et les bouddhistes disent la même chose, ils disent « Notre vie, c'est une émanation de la perception que nous avons du monde. » Donc d'où l'intérêt de changer cette manière de penser et de voir. Donc je reviens sur la bienveillance. Pourquoi la bienveillance? J'insiste là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est malheureusement négligé par beaucoup d'auteurs, parce que moi j'ai l'impression que la méditation, c'est un peu une pratique un petit peu froide. À part chez Dalai Lama qui se bidonne comme un fondu et qui rit de bon cœur, et on voit qu'il reflète la bienveillance, parce qu'il a compris à quel point, et tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer, ils ont compris combien le secret du bonheur, de la joie de vivre, même de la réussite, de manière générale, je parle de la réussite dans son acception large, eh bien c'est l'amour, c'est la bienveillance. Alors je sais que on a un peu l'impression d'être des extraterrestres quand on parle de ça en Occident, parce qu'on est tellement, et je vois dans les stages souvent les gens, ils ont l'impression de devoir faire un grand écart entre la vie qu'ils ont et ce à quoi ils aspirent finalement. Et c'est pour ça que souvent on refoule nos aspirations, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Et pourtant, là on sort de 4 jours de stage, et quand on voit comment les personnes repartent après, elles se disent, mais il y a même des personnes qui nous disent, mais j'arrivais à peine à croire que c'était possible de sentir aussi bien, d'être aussi heureux, de voir autant de bienveillance autour de soi. Ben si, ça existe, heureusement. Donc, on va retrouver ce chemin de la bienveillance, et comment est-ce qu'on va faire? Vous possédez tous une faculté extraordinaire qu'on appelle l'attention.
quand vous prêtez de l'attention à une personne, à votre enfant, ou à une personne même qui est malade, même sans parler, vous lui prêtez de l'attention. Et derrière cette attention, eh ben, il y a une notion de bienveillance. Je vous dis ça parce que je vois partout, quand les gens parlent de méditation, ils parlent de pleine conscience, etc. C'est presque quelque chose d'un petit peu froid comme ça. Et tous les sages que j'ai rencontrés, mais je n'ai vu que de la bienveillance, du respect, de l'amour. Mais cet amour, c'est pas dire amen à tous les désirs des autres, ça n'a rien à voir. Mais cette bienveillance, et c'est très important, c'est de l'appliquer à soi-même. Pourquoi ? Parce que cette bienveillance, quelque part, elle vous protège de la maltraitance, parce que plus vous allez avoir du respect, de la bienveillance, de l'amour pour vous-même, bien vous n'acceptez plus les mauvais traitements. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Donc je reviens, l'attention. Et parce que moi, j'aime pas trop la notion de pleine conscience, parce que déjà au départ, ça fait 4000 ans que la méditation existe. 2500 ans, s'est fait connaître par Bouddha il y a 2500 ans. Et dans toutes les traditions à l'origine, on parlait d'attention, on parle pas de pleine conscience, parce que l'attention, ça fait partie de vous. C'est une composante de votre psychisme, et ce qui est très intéressant, le fait d'éveiller l'attention va vous aider à être de plus en plus là où vous êtes, de vous ancrer. Certains parlent de l'instant présent, bien que bon, il est assez fugace cet instant présent. Les bouddhistes parlent plutôt d'instant de conscience, de ramener l'attention là où vous êtes. Pourquoi ? Parce que c'est le cœur de la maîtrise de soi, la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, de la stabilité. Parce que si vous regardez, en vous-même, c'est un fait d'observation, ce dont je vais vous parler, notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées. En fait, on suit les pensées, et donc forcément, on suit les émotions qui vont avec. Et on est embarqué dans tout ce fatras mental, dans toutes ces émotions, avec tout ce que vous savez. Là, j'ai pas besoin de vous en parler. On a tous vécu à des degrés divers des émotions, parfois des émotions violentes. On était emporté là-dedans, c'est un véritable tourment. Et puis, à part les gens perchés qui disent « Ah, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », sauf que quand ils se prennent une tuile sur la tête, ils se rendent compte qu'ils vivent dans la réalité aussi, donc ça ramène là où on est, justement. Et là, l'objectif, ça c'est la base de la méditation, c'est ce qu'on trouve dans le premier niveau de la démarche qu'on vous propose, c'est la stabilité, de ramener l'attention, autrement dit la conscience, là où elle est maintenant, de façon à ce que ne se disperse plus dans les pensées. Donc c'est tout un entraînement de l'esprit qui va vous amener à cette stabilité. Les effets sont extrêmement intéressants parce que maintenant on a des preuves scientifiques. Il y a aujourd'hui plus de 2000 publications scientifiques sur les effets de la méditation. On sait que par exemple, au bout de 3 semaines de ce genre de pratique, vous avez une augmentation des anticorps de 30%. Le métabolisme met en phase de repos profond et réparateur. Il y a normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, etc. Les échanges se font beaucoup mieux au niveau du sang, entre les organes. On voit apparaître une réduction des ondes alpha. Qu'est-ce que je raconte ? On voit un ralentissement des ondes qui vont vers des ondes plus lentes, qui sont des ondes alpha. Et on a constaté que les personnes qui produisent des ondes alpha, en fait, ça contribue à leur équilibre psychique. Donc, c'est extrêmement bénéfique. Et en plus, c'est très déculpabilisant d'éveiller l'attention, d'éveiller la bienveillance à l'égard de soi, puisque ça veut dire qu'on commence à se prendre en considération. C'est pas... D'accord. Excusez-nous, on a été interrompu par le téléphone. Ensuite, on va voir un autre volet, et ça c'est très important. Ce sage que j'ai fréquenté, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pendant 15 ans, m'a transmis un enseignement que je trouvais extraordinaire. Il disait, l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, et l'autre qui tire en arrière. Le moteur qui pousse en avant, ce sont vos aspirations, et principalement votre aspiration au bonheur, que vous l'avouiez à vous ou pas, cette aspiration, elle est inhérente à l'être humain.
personne n'aime souffrir, et tout le monde aime bien, dès qu'il ressent du bien, du positif, des choses agréables, eh bien, il apprécie. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, nous aspirons tous au bonheur. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va mettre derrière le mot bonheur. Parce que souvent, justement, le problème, c'est qu'on le confond avec le plaisir. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il disait, l'être humain est comme une voiture à deux moteurs. Donc, il y a ce moteur qui pousse en avant, aspiration positive, le bonheur. Et puis, il y a un moteur qui tire en arrière. Ça, ce sont ce qu'on appelle les contre-motivations. Et c'est lié à tous nos obstacles personnels, les peurs, la culpabilité. Alors, celle-là, on peut la mettre, et puis ça a un gros poids. Et puis, les vues fausses, etc. Tout ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, on est dans ce tiraillement. D'un côté, on aspire à une chose, et puis quelque part, on se sent un petit peu tiré par la manche. Et même, on voit des personnes, et ça c'est un exemple de culpabilité qui est très forte, il y a des personnes qui se lancent dans un domaine, qui réussissent parfaitement, et un jour, patatrac, tout s'effondre, tout s'écroule, etc. C'est comme si, au fond, elles s'interdisaient, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage, c'est comme s'ils s'interdisaient de réussir. Parce que quelque part, non, c'est trop beau, c'est pas possible, je mérite pas ça. Le manque d'estime de soi va faire qu'on va faire capoter. Vous rencontrez quelqu'un, vous vous sentez bien avec, vous sentez que ça pourrait être quelque chose de très heureux, et puis les choses avancent, et puis à un moment, mais vous avez des personnes comme ça dans leur relation qui ont tendance à tout saboter. Mais c'est avant tout, elles ne sabotent pas forcément la relation, elles s'auto-sabotent elles-mêmes. C'est comme si au fond d'elles, elles ne reconnaissaient pas la légitimité de leur aspiration, de ce bonheur qu'elles souhaitent partager avec l'autre ou dans leur projet, etc. Et donc, il y a ce tiraillement. Donc là, il faut pouvoir faire en sorte de se libérer. Et là, dans le deuxième niveau de la démarche, on va trouver tous les antidotes dont vous avez besoin. La première, c'est d'être capable de prendre de la hauteur par rapport à soi-même, ce qu'on voit déjà dans le premier niveau, mais là, on va l'accentuer. Parce que vous avez certainement tous, et je le suppose, été aux prises avec des émotions, puis après, vous vous en voulez parce que vous dites, bon, j'ai pas eu un comportement très heureux, puis vous gardez ça de part vers vous, et puis vous vous mésestimez, puis la fois d'après, si vous recommencez, que vous n'avez pas eu un comportement très heureux, eh bien, vous entrez dans une espèce de cercle vicieux. Et souvent, c'est comme ça qu'on va vers notre estime de nous-mêmes baisse de plus en plus, et puis dans les cas extrêmes, on va vers la dépression. Donc là, il faut pouvoir prendre de la hauteur. Et vous avez un exercice qui est magnifique, qui va vous permettre de prendre cette saine distance par rapport à vous-même, et au contraire de défaire cette charge émotionnelle excessive. Ensuite, on va aborder, et là, tout le cours est consacré à la culpabilité, cette notion de bien et de mal, et on vous montre comment détricoter tout ça pour pouvoir vous en défaire et être enfin libre de respirer et d'arrêter de vous condamner chaque fois que vous commettez une erreur, chaque fois que vous êtes à côté de la plaque, même parfois on fait des choses dont on n'est pas fier du tout. C'est une chose que de les reconnaître, de s'en vouloir, c'en est une autre, mais de se faire du tort à propos de ça, ça règle rien. Je vais même vous dire une chose à propos de la culpabilité. Prenez le temps de réfléchir. Imaginons que vous avez fait du tort à une personne et que vous vous en voulez. Est-ce que votre culpabilité va l'aider? Est-ce que votre culpabilité va l'aider? Ben non. Non seulement vous souffrez, mais la personne, ça ne l'aide pas du tout. Donc j'ai presque envie de dire, la culpabilité, c'est presque égoïste finalement. Parce qu'on est plus préoccupé de savoir ce que les autres vont penser de nous, et de nous, ce qu'on va penser de nous-mêmes, plutôt que de savoir si la personne, elle souffre, et si on peut faire quelque chose pour elle. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, on va vous montrer comment vraiment arriver à se défaire et aller vers une attitude beaucoup plus saine. Notre comportement n'a pas été approprié, il n'a pas été très juste. C'est important de pouvoir le reconnaître. Et là, vous pouvez agir le cas échéant. Si vous pouvez corriger, c'est très bien. Sinon, vous fustigez, va pas vous aider à progresser, et ça n'aide personne. L'autre aspect, il y a des notions comme l'acceptation de soi qui sont fondamentales. Ça va vous aider à accepter d'abord vos potentiels. Vous avez des richesses, vous avez des qualités. C'est important de mettre un peu plus de conscience dessus parce que ça va vous redonner de l'estime de vous-même. Et puis de savoir poser un regard aussi bienveillant à l'égard de ce que vous considérez comme vos défauts. D'ailleurs, c'était, je ne sais plus quel philosophe disait qu'une qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile.
Donc voilà, donc si vous savez optimiser en quelque sorte vos défauts, là, vous avez quelque chose de très heureux. Et là, dans l'exercice, vous allez apprendre à faire ça. Et puis, on vous montre comment réaliser plus aisément vos objectifs en vous libérant, entre autres, de ces satanés obstacles qu'est la culpabilité. On voit les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques extraordinairement puissantes, et là aussi pour vous aider à mettre un peu plus de lumière sur ce qui est positif en vous, et puis de ne pas avoir le regard fixé uniquement sur le négatif. Et puis, il y a des exercices qui s'adressent au corps, mais il y a aussi un exercice consacré à la motivation, parce que la motivation, c'est un moteur. Si vous montez une pente, que vous avez un moteur faible, vous aurez peut-être même tendance à reculer, alors que si vous avez un moteur puissant, vous pouvez avancer. Une faible motivation va faire que le moindre obstacle, plutôt les moindres difficultés vont devenir autant d'excuses d'abandonner, d'arrêter et de tourner les talons. Et finalement, pour se retrouver au même point. Et parfois avec un peu plus avec moins d'estime de soi-même. La confiance en soi. Tout un cours aussi consacré à la confiance en soi parce que c'est les piliers de la réussite d'une vie. Sans confiance en soi, comment vous voulez mener à bien vos projets? Comment vous voulez avoir des relations épanouissantes si vous doutez de votre capacité à apporter quelque chose de positif à cette relation? Et ensuite, on termine sur un exercice qui est très déculpabilisant, qu'on appelle l'équanimité des sentiments. Donc là, ça va renforcer aussi cette libération par rapport à la culpabilité, parce que vous allez apprendre à légitimer votre bonheur comme celui des autres. Et puis on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit, c'est-à-dire de réaliser pleinement ce que vous êtes. Et comme ça, on arrive au troisième volet. Le troisième volet est complètement consacré à la réalisation de votre vraie nature, parce que c'est là qu'est sont tous vos potentiels innés, toutes vos richesses, et c'est quelque chose d'extraordinaire, votre capacité, et on va voir, entre autres, comment la compassion, comment l'amour, d'abord pour soi-même, et évidemment pour les autres, va participer très largement à votre bonheur, comment éveiller votre intelligence, qu'on appelle la sagesse, comment vous allez découvrir comment vous défaire de ces perceptions limitées que vous avez de vous-même. Certains parlent de croyances limitantes, mais toutes les croyances sont limitantes parce qu'elles vous enferment dans une perception de vous. C'est comme des petites bulles dans lesquelles vous vous enfermez. Et là, on va voir comment vous pouvez accéder à une vue beaucoup plus vaste sur vous, sur le monde, sur les autres. Et là, c'est d'une richesse extraordinaire parce que on n'arrête pas d'apprendre. Et puis surtout, je pense que c'est le plus important. C'était un sage indien qui disait toujours toute la journée, vous devez faire beaucoup d'efforts pour être quelqu'un. Pour être quelqu'un, si possible, quelqu'un de bien, quelqu'un d'apprécié, qui va être aimé. Donc vous essayez d'être un bon patron, un ouvrier modèle. Vous allez, comme vous dites, vous allez faire correctement votre travail, vous allez éviter de faire des vagues pour pas trop déranger, et puis vous allez essayer d'être aussi un bon mari, une bonne épouse, un enfant modèle, enfin bon bref, toute la journée, vous faites beaucoup d'efforts pour être quelqu'un. Mais à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Parce que c'est épuisant d'être quelqu'un. Et là, c'est quand même mieux d'être simplement soi-même. Mais qui sommes-nous réellement? Qui suis-je réellement? Et bien là, on va essayer, on va tenter, parce que ça, c'est au-delà des mots, de réaliser ce que nous sommes. Je vais même vous faire une petite démonstration. Prenez une pensée, n'importe quelle pensée. Vous pouvez voir que cette pensée, elle s'élève à la conscience, puis au bout d'un certain temps, elle disparaît, pour faire place à une autre pensée. Je pense que vous en avez tous conscience de ça. La pensée, elle apparaît, elle disparaît, une autre arrive, etc. Vous n'avez pas les mêmes pensées le matin, l'après-midi, le soir, tout au cours d'une journée. Vous pouvez même passer facilement d'une émotion à une autre aussi, etc. Mais quand une pensée disparaît, vous n'avez pas le sentiment que celui qui a conscience de la pensée, c'est-à-dire vous, disparaît. Donc comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes nos pensées? Nous ne sommes pas nos pensées. Comment est-ce qu'on peut être nos pensées puisque nous sommes conscients de nos pensées? Et idem pour le corps. Vous voyez? Et là, c'est très interpellant parce qu'on peut vraiment découvrir en 2 mots. Vous savez, ôter la couverture. Découvrir, révéler notre vraie nature. Et ça, c'est le cœur de toute cette démarche du 3e niveau.
qui est véritablement passionnant parce que ça change complètement votre rapport avec les autres, ça met de la couleur, ça vous donne une vie haute en couleur dans tout ce que vous entreprenez. Et ça, c'est véritablement passionnant. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de vous proposer à travers cette démarche. C'est 36 ans d'enseignement, un demi-siècle, 50 ans de pratique, et puis surtout des rencontres avec des gens extraordinaires que sont tous ces sages, qui sont des gens absolument fantastiques. Alors nous, on a une vision un petit peu romantique. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à Shimon Rinpoche, que j'ai fréquenté quand même pendant 15 ans, qui disait en Occident, vous pratiquez une spiritualité romantique. Puis il éclatait de rire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu ce côté perché, où je sais pas, parfois, quand j'entends les gens parler de méditation, je me dis, on ne doit pas pratiquer la méditation, parce que je vois tous ces sages, c'est des êtres extraordinairement concrets, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, mais vraiment, et parfois, ils savent trancher quand c'est nécessaire, mais ils ont vraiment les pieds sur terre. C'est des gens qui ont vraiment... Et là aussi, c'est pareil, quand on parle de compassion, parfois ça fait peur aux gens parce qu'on a l'impression qu'on va être gentil avec tout le monde. La compassion, c'est tout simplement souhaiter aux autres de se libérer des causes de la souffrance, pas de dire amen à tous les désirs des autres, parce que parfois c'est rigolo quand je donne des pratiques. Il y a les personnes, que ce soit dans les méditations collectives que je donne le dimanche matin ou dans des cours, on dit oui, vous n'avez pas été gentil avec moi, ou en fait parce qu'on n'a pas répondu à leurs attentes. Donc pour eux, ils me disent vous n'êtes pas altruiste. Les gens, c'est extraordinaire. Ça me rappelle, vous savez, une petite histoire amusante. C'est une histoire d'une petite fille. Elle est en classe, et puis la maîtresse à un moment demande c'est quoi être égoïste. Puis la petite fille lève le doigt, elle dit c'est quand on pense pas à moi. Voilà, vous avez une bonne définition de l'égoïsme. Voilà, on va passer au deuxième volet, vos questions. Je vais y répondre. Alors, les questions. Y en a-t-il déjà? Oui, il y en a déjà. Ah, j'adore. Alors, bon, c'est notre amie Lynn, mais je pense que la question qu'elle pose peut aider d'autres personnes aussi. C'est le rapport à l'argent. Ah. Pourquoi sentir un sentiment de culpabilité envers l'argent? Recevoir un salaire, recevoir un cadeau. Penses-tu que ce sentiment soit lié au regard des gens? En fait, je me sens coupable de recevoir de l'argent, alors que beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas assez d'argent. Oui, mais est-ce que le fait que tu t'en prives va les aider? C'est comme la culpabilité, ça n'aide personne. Donc... alors c'est vrai que c'est un paradoxe, et particulièrement la France, je crois que c'est très français aussi, le tabou avec l'argent, c'est d'ailleurs, comment il s'appelle, cet écrivain, Marc Lévy, qui disait, en France on n'aime pas les gens qui réussissent. Bon, c'est qu'il est parti en Amérique, et puis il y en a plein qui partent en Amérique, ils en ont assez. En France, c'est terrible, on met les gens sur le pilori dès qu'ils ont de l'argent. Alors moi, je suis pas particulièrement riche, on vit très, très raisonnablement, mais... Je suis tout à fait à l'aise avec l'argent. Je vais même vous raconter une petite anecdote pour vous montrer. On était avec Shimon Rinpoche, et puis il y avait une personne qui était là, puis qui posait des questions. Faut franchement être honnête, elles étaient un peu stupides ces questions. Et bien à un moment, il prend un billet de banque et il fait un bateau, puis il demande à Rinpoche, l'esprit, il est là, c'est-à-dire à l'intérieur du bateau, ou il est à l'extérieur? Et puis Rinpoche lui dit, vous êtes fou. Puis il éclate de rire, puis il pique son bateau, puis il le met dans la poche. Donc, et je trouvais ça extraordinaire, il n'y avait pas de problème. Mais il faut comprendre cette notion. Je disais au départ de cette conférence, c'est terrible, on nous dit gagner sa vie. Mais vous n'avez pas à gagner votre vie elle vous appartient. Donc on est toujours dans un mode de survie. Et on n'arrive pas à concevoir que quand vous rendez service, vous prenez n'importe quel métier. Moi j'aime pas trop le mot métier d'ailleurs, je préfère le mot activité. Mais si les gens avaient le sens du service, c'est-à-dire que, parce qu'on est dans une société, on a l'impression tout nous est dû. On me doit mon salaire, on me doit, etc. Bon, d'accord, bien sûr, d'une certaine manière, on vous le doit, c'est pas la question. Je vais essayer de vous montrer autre chose. Vous donnez un service et vous recevez de l'argent en contrepartie. Vous donnez et vous recevez. Vous voyez comme c'est fluide.
Mais sinon, si vous devez gagner de l'argent, il y a une espèce de compétition, de gagnant, machin, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Et moi, il m'a fallu du temps, parce que moi je viens d'un milieu très pauvre, mais on était 7 enfants, fallait donc nourrir 9 bouches, et c'était, mes pauvres parents, ils galéraient, c'était vraiment terrible, et ma mère vivait dans le manque, la crainte, dans la peur, donc elle nous avait communiqué ça, et moi je me suis trimballé ça pendant vraiment pas mal de temps, jusqu'à ce que je sois à l'aise avec l'idée de recevoir de l'argent. Je me disais, mais j'apporte un service. C'est naturel que je reçoive. Parce que l'argent, c'est quoi? C'est l'effort que vous avez fourni pour l'obtenir. Donc c'est un échange. Je fournis un service, et vous, de l'autre côté, vous avez fourni un effort pour obtenir cet argent, et donc vous l'utilisez en échange de ce service. Et plus on a conscience de ça, on dit souvent l'argent c'est une énergie qu'on fait circuler. Et on sait très bien qu'une économie saine, c'est quand l'argent circule. Les gens, ils s'agrippent, ils gardent tout. L'argent ne circule pas. Et donc plus vous allez... Mais la culpabilité, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? À part foutre le bazar. À part foutre le bazar et de se dire, voilà, j'ai pas droit de recevoir, c'est pas bien de recevoir de l'argent, etc. Et puis, c'est bien, vous êtes pauvre. Et puis, le problème, c'est que quand on est très pauvre, qu'est-ce qu'on peut partager? Et c'est de la souffrance. Alors, évidemment, c'est pas du mépris à l'égard des pauvres, puisque moi, je viens d'un milieu très pauvre. Je sais ce que c'est, mais je sais justement ce qu'est cette souffrance. Et que cette souffrance, elle est souvent liée à un manque d'estime de soi qui est généré par la culpabilité. Et je pense que le plus important aussi, et c'est pour ça que je transmets depuis tant d'années, parce que j'ai vu ma famille souffrir. J'ai vu tant de gens souffrir. Je suis allé en mission humanitaire en Afrique. J'ai vu des enfants mourir de faim. Vous vous rendez compte, je viens d'apprendre à l'instant, au moment où je vous parle, il y a un article qui vient de passer, c'est sur Libération, on me parle... il y a un gâchis énorme au niveau de la nourriture. 1 milliard de repas sont perdus par jour, alors que des enfants meurent de faim. 30 000 enfants meurent de faim dans le monde. Je me sens pas coupable, parce que ça leur servira pas à ces enfants, ça les aide pas. Moi, je fais des dons tous les mois aux associations qui aident. Mais et je me dis, mais tout ça, c'est justement parce que la culpabilité, en plus, ça génère toutes sortes de comportements comme l'avidité, la convoitise, etc. On est assoiffé. C'est tout le paradoxe. Et en plus, ce dont je n'ai pas parlé dans la culpabilité vous rend manipulable. Regardez comment on manipule les gens avec la culpabilité. Et quelqu'un qui n'est pas coupable, vous ne pouvez pas l'embobiner. C'est quelqu'un qui a une grande maturité d'esprit et qui ne se fait pas avoir. Parce que dans la culpabilité, vous placez une autorité au-dessus de vos têtes. Et vous ne pensez pas par vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit comment il faut faire, comment il faut dire, etc. Il n'y a pas cette autonomie de la pensée. Donc, j'ai envie de vous dire, vous avez droit de recevoir de l'argent. Moi, ça me paraît naturel. Vous donnez un service, donc je trouve tout à fait naturel que vous receviez de l'argent en échange. Ça me paraît louable. C'est même pas une question de devoir. C'est pas on me doit quelque chose. C'est dans l'ordre des choses. C'est quelque chose, il y a un échange et ça circule. Donc là, c'est important. Merci Lynn d'avoir posé cette question. Mais ça s'applique à tout. Je dirais, d'ailleurs, je t'avais répondu par mail, Lynn, quand je disais, c'est comme l'amour. C'est extraordinaire, comme je vois, tu es venu en stage avec nous, tu as vu combien les gens avaient un mal fou de recevoir de l'amour. Les gens n'arrivaient pas à concevoir, et c'est quelque chose qui est très présent dans une culture. Je me rends compte à quel point, après ces 36 années d'enseignement, comment les gens ont du mal de recevoir ce qui est légitime. L'amour, c'est gratuit. Mais on a l'impression qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit le mériter, etc. Alors que c'est naturel. Si vous aimez votre enfant de manière inconditionnelle, de manière authentique, non pas comme votre enfant, mais comme un être à part entière, plus tard, il ne se demandera pas s'il peut être aimé ou pas. Pour lui, ce sera naturel puisqu'il a été aimé. Donc il se posera plus la question de savoir s'il peut être aimé ou pas. Mais c'est énorme dans les cultures de voir comment on a de la difficulté même à recevoir de l'amour, ce qui est tout à fait naturel. C'est pas que l'argent qu'on a du mal de le recevoir. Donc c'est quand même fantastique. Donc voilà. Une autre question? Oui. Alors,
Alors, deux questions, c'est Viviane et Sylvie. C'est des questions qui se rejoignent. Viviane pose la question, comment gérer la culpabilité envers les gens morts? Et Sylvie pose une question un petit peu plus précise. Je culpabilise la mort de mon mari, il ne prenait pas assez soin de lui et je bataillais pour qu'il se soigne. Je m'en veux de ne pas avoir été plus rigoureuse pour lui. Comment faire avec cet événement aujourd'hui? Je vais répondre à la deuxième parce qu'elle est très intéressante. Effectivement, il y a de la culpabilité de votre part, mais vous n'y pouvez rien. Il faut savoir, dans une relation, c'est 50-50. C'est comme si vous jouez une partie de tennis, si l'autre vous renvoie pas la balle, s'il ne participe pas, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, moi-même, quand je démarre un stage, je dis aux gens, vous êtes des participants, c'est-à-dire vous participez. Ça peut pas venir de moi. Moi, je vais vous donner les éléments, etc. Mais si vous ne mettez pas en application, ça sert à rien. Là, vous avez un mari qui était dans le refus de se faire aider, qui visiblement ne s'aimait pas suffisamment pour prendre suffisamment soin de lui. Mais ça, c'est pas de votre faute. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas vous rendre responsable de ça. Au contraire, vous vous êtes dévoué, vous avez fait tout ce qu'il fallait, tout ce que vous pouviez. Donc, je ne vois même pas en quoi vous devriez vous sentir coupable. Vous avez fait votre part, lui devait faire la sienne, mais il n'a pas voulu. Donc, à ce niveau-là, vous n'y pouvez rien. Donc, je pense que ça ne sert à rien de vous torturer inutilement. Maintenant, je pense qu'il est temps de retrouver la paix parce que s'il y a une chose que vous pouvez faire de positif, non seulement pour vous et pour lui, même s'il est décédé, c'est vraiment de retrouver la paix, parce que je suis sûr que de là où il est, il n'a qu'une envie, c'est que vous soyez heureuse. Alors, donc j'espère que ça a répondu à l'autre question aussi. Oui, elle était plus générale, mais je pense que tu as donné les éléments. Françoise, alors, comment faire face aux personnes qui refusent de communiquer avec vous, qui vous évitent et qui vous embrouillent la tête, justement pour vous culpabiliser? Non, alors, il faut être clair aussi. Si on se sent coupable, c'est parce qu'on se juge, pas parce que les autres essaient de nous rendre coupables. Encore une fois, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on cherche toujours un responsable à l'extérieur. Les autres, ils sont cohérents par rapport à leur mode de fonctionnement. Ils ont leur façon d'agir. Mais je vais essayer de vous le dire autrement. Si une personne se met en colère après vous, que vous êtes mal à l'aise, votre problème, c'est votre malaise. Lui, son problème, c'est sa colère. Débarrassez-vous de votre malaise, sa colère ne vous affecte plus. Il n'y a plus de problème. Donc, vous rendez à César ce qui était César. Ça lui appartient. Là où vous avez quelque chose à faire, c'est de vous débarrasser de votre culpabilité pour que l'autre ne puisse plus vous culpabiliser. L'autre vous renvoie tout le temps à la culpabilité. Et on dit bien, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, ne juge point, tu ne seras point jugé. Ça veut dire que tant que vous vous jugez, les autres peuvent vous juger. C'est parce que ça fait résonner la culpabilité en vous. Mais s'il n'y a plus de culpabilité, qu'est-ce qui peut réveiller? Il ne peut plus rien réveiller, il ne peut plus vous juger, ça ne marche plus. Aurélie, y a-t-il un lien avec l'hypersensibilité, le fait de tout prendre à cœur et de se dire que mon comportement n'est pas à la hauteur? Ah bah complètement, surtout qu'aujourd'hui, moi je trouve ça extraordinaire, il y a des soi-disant experts qui font de l'hypersensibilité une qualité hors norme. Moi j'étais hypersensible, donc je sais de quoi je parle, et on a l'impression qu'on doit subir ça, mais j'entends vraiment des bêtises incroyables, et alors qu'on voit que derrière, et vous l'avez deviné très justement, effectivement, la culpabilité est un des facteurs qui augmente la sensibilité, qui nous rend hypersensibles à tout, on se sent jugé, etc. Donc, débarrassez-vous de la culpabilité, et vous allez voir, très naturellement, vous retrouvez une sensibilité naturelle, pas une hypersensibilité. Florence, bonsoir. Pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît, le postulat que la culpabilité empêche de prendre nos responsabilités? Pour ma part, il me semble que c'est ma responsabilité qui entraîne ma culpabilité. Merci pour votre réponse. C'est très simple, en fait. Parce que, pour vous, responsabilité égale culpabilité. Ce qui n'a rien à voir. Responsable, c'est-à-dire que je parle de façon très vive à quelqu'un, je le mets mal à l'aise. Moi, je suis responsable de mes paroles. Lui, il est responsable de son malaise. Mais moi, je suis responsable de mes paroles quand même. Donc, je vois bien, si je parle à un auditoire de façon agressive, mon auditoire, il y a de bonnes chances qu'il ne se sente pas très à l'aise. Donc, en ce sens, je suis responsable. Si je parle avec tranquillité, avec calme, je vais voir mon auditoire qui va être quand même plus détendu. Donc, ça veut dire que j'induis d'une certaine manière ce calme et cette détente dans l'auditoire. Donc, je suis
d'une certaine manière responsable. Donc, en ce sens, j'accepte, et je l'accepte volontiers, cette responsabilité. Responsabilité, ça veut dire aussi, je suis responsable de ma manière de penser. Si je passe mon temps à me plaindre, à m'en vouloir, etc., là, je suis responsable de ce que du tort que je suis en train de me faire. Et ça influe sur ma vie. Donc là, je suis responsable. Comme je viens de le dire, je suis responsable de ma façon de m'exprimer, mais je suis aussi responsable de mes actes. Encore une fois, si je brutalise quelqu'un, je doute que je vais en faire un ami, je doute que je vais avoir une relation harmonieuse avec. Bon, on peut pas brutaliser par bienveillance, c'est pas du tout le cas, c'est l'intention qui détermine. Mais par exemple, quelqu'un est dans la lune et puis il est en train de traverser et vous allez le pousser pour éviter de... Donc là, on peut dire que vous avez dû avoir une attitude assez brutale, mais vous n'aviez pas le choix, c'était pour faire en sorte qu'il ne se fasse pas écraser. Mais dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, mais si vous brutalisez quelqu'un, si vous avez des gestes brusques, des gestes durs, comme dans le cadre de la maltraitance physique, vous êtes responsable de la situation que vous créez parce que vous participez à la souffrance de l'autre et de vous. L'autre, il est responsable dans le sens où il accepte inconsciemment de subir un tel traitement, sans doute par manque d'estime de soi, etc. Donc là, il faut que la personne prennent conscience, et c'est ce qui se passe souvent dans les personnes maltraitées, c'est que ce qui va les aider, c'est qu'à un moment, elles prennent conscience et elles disent « stop, ça suffit ». C'est pour ça qu'elles viennent en psychothérapie, ils se font aider, elles demandent un coup de main parce que ça devient intolérable. Donc il faut avoir conscience de ça, de ce sens de responsabilité, parce que tant qu'on n'a pas le sens de responsabilité, on n'a aucune raison de faire des efforts. Ça veut dire qu'on va toujours chercher le responsable à l'extérieur. Et ça veut dire que moi j'ai plus rien. Donc je suis une pauvre victime. Mais si on est victime, on va être victime toute sa vie et on s'en sortira jamais. Alors que si au contraire on se dit je peux y faire quelque chose, je peux prendre ma vie en main, je peux changer ma façon de penser, ma façon d'agir, ma façon de m'exprimer, et parce que, comme je me plais à le dire, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à maintenant si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, et en ce sens, vous êtes responsable de cela. Donc à partir de là, comme disait Dalai Lama aussi, c'est pire de savoir de ne pas faire que de ne pas savoir du tout. Donc maintenant vous savez, à vous de voir si vous avez envie de faire quelque chose pour vous, pour que votre vie change. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est une adresse aac.blanc@gmail.com. Je culpabilise systématiquement quand je prends du temps pour moi. Pourquoi ce sentiment de voler ce temps à mes enfants, à mes proches? Comment arrêter ce sentiment de culpabilité que j'identifie à de l'égoïsme? Non, c'est pas égoïste parce que vous prenez soin de vous. Qu'est-ce que peut apporter une mère qui est épuisée, qui est fatiguée à la fin d'une journée et qui va devoir écouter ses enfants qui, eux, ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans la journée? Elle ne sera pas disponible et ils se sentiront pas écoutés, donc finalement c'est pas positif. Alors qu'une mère va dire à ses enfants au contraire, parce elles ne se sont pas coupables, va dire écoutez les enfants, maman est très très fatiguée, elle a besoin de se reposer, donc elle va aller un petit peu se reposer, elle va prendre du temps pour elle, et après elle sera beaucoup plus en mesure de vous écouter. Il est possible qu'il chouine au début, mais très vite, et parce qu'on a des retours à chaque fois de parents qui nous font ce témoignage, qui nous disent mais ça a changé notre vie avec les enfants, parce que les enfants, ils sont capables de comprendre. Et après, parce qu'en plus c'est le message qu'on leur donne, si vous prenez soin de vous, l'enfant lui va prendre soin de lui plus tard. Donc tout ce que vous vous accordez, c'est ce que vous pouvez accorder aux autres. Encore une fois, je le répète, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable de prendre soin de vous, puisque vous apprenez en même temps à vos enfants à prendre soin d'eux. Ils seront capables de faire la même chose plus tard. Alors, Nadine, j'ai adoré mon métier. Aujourd'hui à la retraite, je prends soin de mes parents, mais je culpabilise d'avoir envie de voyager, de vivre pour moi. Comment faire pour bien faire? Vous êtes dans une situation, je dirais, il y a des choix à faire, c'est évident. La question est de savoir où est-ce que vous pouvez trouver votre satisfaction.
moi, je suis assez mal placé. Alors, j'ai voyagé, mais dans le cadre humanitaire, donc c'était très différent. Je suis pas, j'ai pas le goût du tourisme de voyager. Non, c'est pas trop. Je vais être un très mauvais conseiller pour vous, mais comment dire? D'abord, je pense que la première question à se poser, c'est toujours: est-ce que ma culpabilité va être profitable à l'autre? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va participer directement ou indirectement à son bonheur? Donc se sentir coupable, ça sert à rien. La question, c'est de savoir: j'ai un choix à faire, j'aspire à voyager, je voyage, je l'assume pleinement, totalement. Et puis mes parents, ou alors vous essayez de trouver une solution pour trouver un équilibre entre le fait, peut-être, je sais pas, trouver quelqu'un, payer quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de vos parents quand vous êtes absent. Vous partez pendant un certain temps en voyage et puis vous revenez pour prendre soin de vos parents, de trouver un équilibre. Il y a certainement quelque chose à faire de cet ordre. Mais là, ça, c'est votre situation. Je peux pas m'impliquer dedans. Boutrin, qu'en est-il de la culpabilité par rapport au plaisir et à la sexualité? Comme on dit, où il y a de la gêne, il n'y a pas le plaisir. Donc ça vous gâche un peu le plaisir, parce que si en plus vous vous rendez compte, vous accordez du plaisir, et il faut espérer que vous donnez du plaisir, parce que souvent, vous savez, on dit j'ai pris du plaisir. Les gens ils prennent du plaisir. Donc l'autre il doit être ravi, vous lui avez pris du plaisir. J'espère que vous en donnez aussi. Donc ça c'est important. C'est une question qui est, comment dire, ancrée dans nos gènes. Encore une fois, aujourd'hui, il y a on va dire, on est tombé dans l'autre extrême inverse, c'est-à-dire qu'il y a on est tombé dans une espèce de débauche d'essence, etc. Alors maintenant, on le met à toutes les sauces, même dans la spiritualité. Vous savez, il y a le tantrisme maintenant, alors tout le monde se met tout nu, tout le monde se touche, ça fait des choses un petit peu étranges. Je trouve que ça manque un petit peu de maturité. On est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que de l'interdit, de la pudibonderie, etc. Et on est carrément passé maintenant à l'autre extrême. J'espère qu'on va retrouver un juste milieu et se dire, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens se culpabilisent à partager du plaisir avec leur partenaire, parce que c'est un moment qui est très agréable, où chacun vit son plaisir, le partage. Ça peut être aussi un moment de communication, ça peut être donc il y a aucune raison. Et encore une fois, demandez-vous justement où est le bonheur de se culpabiliser. À quoi sert la culpabilité? C'est un véritable poison. Ça ne sert strictement à rien. Parce que de toute façon, depuis la nuit des temps, les couples font l'amour. Le plaisir est partagé partout sur la planète. Et visiblement, c'est bon pour la santé. Ça n'a que des répercussions positives. Donc, je vois pas pourquoi on devrait se culpabiliser. Donc, voilà. Une dernière question? Alors... ok. J'essaie de... En fait... J'ai répondu à tout. Voilà. Non. Alors, une et puis après ça. D'accord, ça fera la transition. Okay. Alors, c'est Mariam. Bonjour, un mot s'il vous plaît sur la culpabilité de faire des choix de vie alors qu'ils peuvent déplaire à ceux qui comptent pour nous. Peine, colère, déception. D'autant plus quand le choix est atypique. Comme disait un ami psychologue, choisir c'est renoncer. Et puis quand vous faites un choix, oui forcément, vous rencontrez pas forcément l'adhésion de tout le monde. Tout dépend si votre choix. Je pense qu'il faut mesurer votre choix aux implications que ça peut avoir, positives, aux implications positives. Mais comment dire, c'est très difficile de mettre d'être en accord. Mais il faudrait... Là, on est dans un domaine, il faudra voir les circonstances, parce qu'il y a des cas, si par exemple vous faites un choix et que vous vous défilez de vos responsabilités, parce que je sais pas, vous avez fait le choix d'être père, vous avez fait le choix d'être mère, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, ça nécessite quand même d'être là pour ses enfants. Vous avez quand même accepté de faire venir ces incarnations. Ils ont besoin de vous pour devenir autonomes, pour voler de leur propre aile.
Et puis une fois que vous les avez, vous les laissez, vous barrez, parce que c'est déjà vu. Hein. Donc là, je prends un cas extrême, mais je me dis, il y a quand même un manque de sens de responsabilité. Parce qu'on a fait ce choix. Et puis une fois qu'on a fait le choix, parce que là, ça implique quand même des êtres humains. Donc là, on peut dire, il ne s'agit pas de se sentir coupable, mais de prendre ses responsabilités. On prend ses responsabilités. Ou c'est comme si vous vous engagez avec des partenaires dans un projet, et puis vous avez et on y va, et puis vous dites, bon, c'est possible que vous vous rendiez compte que c'est pas fait pour vous. Mais il y a un moment aussi, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je vais prendre un autre exemple. Vous partez sur un navire, vous acceptez, et puis vous montrez très motivé, vous dites oui, moi je viens avec vous, etc. Et puis vous êtes en plein milieu du voyage, puis là vous vous mettez à paniquer, vous dites non, finalement je voulais pas venir, etc. Mais là c'est un peu trop tard. Et puis ils ont besoin de vous, il y a une tempête, il faut que tout le monde soit sur le pont pour s'aider, on devient solidaire, on s'entraîne, on se soutient. Et donc là vous assumez vos responsabilités. Sauf que à moins de vous jeter à l'eau, de retraverser la mer dans l'autre sens, vous n'avez plus le choix. Donc c'est pour ça. Et il faut trouver l'équilibre entre vos choix d'un côté et puis les autres. Si c'est qu'un simple désaccord, c'est à vous de faire l'effort de montrer combien votre choix est judicieux et peut-être positif pour tout le monde, et que vous comprenez que la personne n'est pas d'accord. Donc voilà, mais comme j'ai pas les paramètres, c'est très difficile de répondre à cette question. Moi, si je sais pas ce que vous faites de votre côté, c'est très très difficile de répondre à cette question. Alors, c'est Louis et Maria. Louis et Maria posent quasiment une question similaire. Louis dit oui, il faut se débarrasser de la culpabilité, mais comment faire? Le procédé, là, est la question. Et Maria, comment faire pour me débarrasser de la culpabilité? Merci beaucoup pour votre réponse. Voilà, c'est pour faire la transition. Oui, bah là, je pense que j'y réponds depuis le début. Donc, si vous êtes venu en cours, je pense regardez le replay, comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Mais surtout, je pense qu'il y a une chose dont il faut avoir conscience. Je pense qu'il ne faut pas prendre la culpabilité à la légère, parce que ça peut être vraiment un vrai poison. Ça vous gâche la vie. Et c'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça d'un coup de baguette magique. Il suffit pas de se dire bon bah ça y est, demain je suis plus coupable. C'est pas si simple que ça. C'est très profondément ancré, c'est inscrit dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose qu'on trimballe depuis très longtemps, depuis des millénaires, et donc on peut pas se défaire comme ça. Donc ça prend du temps, et c'est pour ça que je vous ai présenté cette démarche que j'enseigne depuis 36 ans. À vous de voir si vous avez envie de faire quelque chose pour vous. Moi je m'adresse personnellement à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main. Parce que je propose pas de trucs. Moi, j'ai essayé tellement de choses tout au long de mon existence. Et puis chaque fois, je suis revenu sur ces bases, parce que je me rends compte à quel point elles sont précieuses, elles sont aidantes, et ça fait, on a formé des centaines de milliers de personnes aujourd'hui dans le monde, et quand on voit comment leur vie a changé, comment ils se sont transformés, et comment aujourd'hui ils ont les clés pour prendre leur vie en main, moi je trouve que c'est extraordinaire. C'est à vous de mener votre barque, mais il faut pouvoir pour ça s'outiller. Donc là, vous avez 31 clés. Maintenant, on va voir. Si vous ne partez pas trop vite, avant la fin, on va vous montrer comment faire pour tester la démarche. Comme ça, vous verrez si ça vous convient ou pas, et si vous avez envie de l'adopter. On vous montrera aussi, vous allez avoir le bonheur d'entendre le témoignage d'un psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux de Strasbourg. Puis il a plein de titres aussi. C'est quelqu'un de très haut placé, et qui est venu en stage pour commencer, qui a suivi la méthode, et il va vous en parler. Vous verrez, c'est au moins pour vous montrer que c'est vraiment sérieux, que c'est pas du bricolage. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer dès ce soir. Imaginons vous prenez la démarche, comment ça va se passer? Eh bien, vous recevez une leçon par semaine. Dans cette leçon, vous recevez plusieurs audios. Vous avez des audios de présentation, parfois il y en a un, parfois il y en a plusieurs, notamment dans le premier, là il y en a plusieurs. Vous avez la présentation écrite, comme ça vous permet de compléter. Ensuite, vous avez un exercice audio. Dans le premier niveau, on vous invite à faire l'exercice une fois avec l'enregistrement, et entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez quotidiennement.
Pourquoi? Si vous étiez là au début, l'objectif c'est d'éveiller votre attention, donc de stabiliser la conscience. Si vous utilisez le support, vous ne deviendrez pas autonome, vous allez toujours dépendre du support, et surtout, votre attention ne va pas s'éveiller et vous n'acquérerez jamais cette stabilité. Parce que souvent, il y a des personnes, mais est-ce que je peux pas mettre un petit peu de musique, etc. Je leur dis non. Il s'agit de devenir complètement autonome, de ne pas dépendre de l'environnement. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence avec la démarche. C'est appliqué dans la bienveillance. Il y a un autre point que je n'ai pas encore soulevé, que j'aurais dû soulever tout à l'heure, et c'est ce que j'ai découvert avec tous ces sages. J'ai découvert ce qu'ils appellent l'effort joyeux. Parce que nous, dès qu'on fait un effort, on l'associe à contrainte. Alors quand on dit aux personnes qu'il s'agit de pratiquer tous les jours, on dit « Ah, mais vous vous rendez compte, tous les jours, c'est... » Mais je vais vous le dire autrement, si vous avez 20 minutes de plaisir, un quart d'heure, 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, alors cette démarche est faite pour vous. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a eu un rapport, en plus il n'y a pas très longtemps, le plus récent, les gens passent près de 5 heures par jour devant leur écran, ordinateur, télévision comprise. Donc quand les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps, sans compter le temps qu'ils passent au téléphone, c'est pour ça qu'ils ont l'impression que leurs journées sont courtes. Forcément, quand vous avez 5 heures devant l'écran, il vous reste plus beaucoup de temps. Et là, il s'agit de prendre du temps pour soi, comme je l'ai dit au départ. Vous avez pratiqué, la semaine suivante, vous avez un nouvel exercice. En plus, on a fait en sorte, c'est très pédagogique, que vous ne puissiez accéder à l'audio suivant qu'après avoir entendu le contenu du précédent. Et les leçons se déclenchent toutes les semaines automatiquement. Donc tant que vous n'avez pas fait la première leçon, vous ne pouvez pas accéder à la deuxième, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça a été fait exprès pour que vous ne loupiez aucun élément de ce cours. Et en plus, vous êtes suivi. Vous ne serez pas tout seul pendant la pratique, on n'est pas là juste pour vous vendre des audios, on est là aussi pour vous aider. Voilà, c'est mon objectif, je veux vraiment que vous puissiez tirer le maximum de bénéfices de cette démarche. Et c'est pour ça qu'on va vous accompagner. Il y a toute l'équipe, il y a moi, il y a Nathalie, il y a Loïc aussi qui est derrière son écran, il y a Fabienne aussi qui sera là, et on est là pour vous aider. On a même mis en place un groupe de soutien. Ce groupe de soutien, il a été fait sur Facebook, parce qu'il n'y a que sur Facebook qu'on peut faire ce genre de groupe privé. Je sais que certains sont un peu fâchés avec Facebook, mais bon, vous pouvez créer un compte anonyme, et là, vous avez toute une communauté, vous avez près de 5000 personnes qui sont là. Les anciens viennent secourir les nouveaux qui arrivent, et parfois ils répondent avec une sagesse extraordinaire. Moi, j'interviens régulièrement, j'utilise souvent des posts que je fais qui sont en rapport avec les sujets que vous rencontrez, les difficultés, les questions que vous vous posez. Et puis Nathalie, Loïc, moi-même, on répond à vos questions quand vous les posez sur ce groupe de soutien. Et vous verrez, il y a vraiment, moi je trouve ce qui s'y passe, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, vous avez deux façons d'accéder à ces cours. La première, c'est sur votre espace client. Donc sur l'espace client, vous avez une plateforme qui est vraiment très très bien faite, qui est identique à l'application dont je vais vous parler tout de suite après, sur laquelle vous pouvez retrouver vos leçons. Et vous êtes, là c'est pareil, vous êtes autonome, vous accédez à votre cours. Et cerise sur le gâteau maintenant, on a une appli qui, chez nous, elle est gratuite. On va vous la montrer. Voilà l'application. Regardez, troisième colonne, ça ce sont vos cours. Vous avez la présentation écrite, présentation audio, et puis l'exercice audio. Comme ça, vous pouvez vous emmener partout où vous allez. Vous avez vos cours, vous pouvez les retrouver, les consulter quand vous voulez. Alors évidemment, je recommande d'écouter, parce que c'est pour prendre ça au sérieux, un petit peu au sérieux, écouter les cours, non pas en marchant dans la rue, mais vraiment à un moment où vous êtes tranquille, où vous êtes vraiment disponible, où vous avez le temps d'écouter, parce qu'il y a vraiment des notions qui peuvent vraiment vous être très utiles. Pour nous, vraiment, le moindre détail compte et peut faire toute la différence dans l'application des cours. L'avantage de cette application, c'est que vous avez plein de compléments qui peuvent vraiment vous aider dans votre démarche. Sur l'appli, vous avez les méditations collectives qui se déroulent le dimanche, mais vous pouvez même déjà les regarder par avance. Vous avez les balades de Bruno, vous avez le mot du jour, vous avez des extraits de stages, vous avez plein de choses comme ça qui vont compléter très avantageusement ce cours. Voilà. Et j'ai oublié quelque chose. On retire l'image.
Alors, combien ça coûte tout ça? Si vous êtes allé chez un professionnel, vous savez qu'en cabinet, ça coûte en général minimum 40 € la séance, parfois jusqu'à 150 €. Multipliez par ça, par rien que 10 séances, vous voyez déjà ce que ça coûte. Là, vous avez un programme de 9 mois. Alors ça aussi, il y a des personnes qui nous disent « Oui, me rendez compte, 9 mois !» Mais c'est 9 mois de plaisir. Et je peux vous assurer, en fait, c'est tout l'inverse. C'est que les gens, quand ils arrivent au bout, à la fin du 3e niveau, ils nous disent « Mais c'est déjà fini. Ça a passé tellement vite, j'ai pris tellement de choses. » Et ils reprennent depuis le début et n'arrêtent pas d'apprendre. Et je peux vous assurer, ça fait des gens extraordinaires, des gens vraiment transformés. C'est un vrai plaisir. Et dites-vous, encore une fois, j'insiste, vous allez prendre 20 minutes de plaisir par jour et vous ne pourrez plus vous en passer. Et ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que vous vous prenez enfin en considération. Ça veut dire que vous vous occupez de vous. Je l'ai dit, je m'adresse qu'à des personnes qui veulent vraiment prendre leur vie en main et pas des personnes qui veulent qu'on fasse tout à leur place ou qui veulent des trucs, vous savez, des trucs, je sais pas, une baguette magique, un truc qui va tout changer dans leur vie. Là, vous allez avoir des connaissances, vous n'imaginez même pas. C'est passionnant, du début à la fin. Vous allez recevoir des connaissances que vous ne trouverez certainement nulle part ailleurs, qui sont tellement... Il y a des choses qui, comme je disais tout à l'heure, un petit détail qui va faire toute la différence et qui va tout changer dans votre façon de regarder les choses. Enfin, et puis surtout, beaucoup d'expériences, beaucoup de pratiques, beaucoup d'expériences positives, heureuses. Tu peux peut-être même en dire un mot d'ailleurs de ce cours. Alors, c'est vrai que cette formation, je l'ai suivie plusieurs fois. Plusieurs fois, pourquoi? Non, pas parce que j'avais pas compris, mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre, chaque fois que je la refais, j'apprends autre chose et j'ai mes perceptions qui changent et ça va toujours en approfondissement. Et je dirais que cette formation, ça va paraître bateau, mais c'est vrai que tous ces cours, ces enseignements qui sont donnés dans ces cours, plus les pratiques méditatives, ont vraiment bouleversé ma vie, ont transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis plus la même qu'il y a 7 ans, parce que ça fait 7 ans que je pratique. Et j'ai vraiment réalisé mon aspiration à la vie à laquelle je souhaitais. Et vraiment, aujourd'hui, grâce à ces enseignements, je vis la vie que je souhaitais toujours avoir. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Donc voilà, alors comme je disais, 40, 150 € la séance, donc ça fait quand même un budget. Là, vous ne payez que 11,30 € la leçon. Donc il n'y a rien du tout. Donc la totalité de la démarche, ça fait 349 € pour les 31 clés. Donc ce qui est vraiment rien du tout. Regardez ailleurs les formations, les prix qu'on vous demande, c'est simplement exorbitant. Là vous avez en plus un suivi, vous êtes vraiment accompagné pour le tarif qui vous est demandé. Et j'ai oublié, cette démarche, elle est à vie. C'est-à-dire que vous la faites, mais après, vous pouvez la retrouver autant de fois que vous voulez, et toute la démarche que vous allez faire va vous servir dans tous les domaines de votre existence. Il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser, ça ne se limite pas à la culpabilité. Ça va vous être très utile partout, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est quand même tout l'intérêt. Mais en fait, on va vous faire un cadeau. Parce que si, en réalité, vous commandez sous 24 heures, non seulement vous avez à 11,30 €, 11,29 € pour être précis, au lieu de 30 €, mais en plus, regardez ce qu'on vous offre. Loïc, si tu peux montrer. Voilà. Donc si vous commandez dans les 24 heures, vous allez recevoir en plus, en cadeau, 5 jours de stage en vidéo. Normalement, ça vaut 150 €. Vous aurez l'impression d'être au stage, tellement c'est riche. Loïc a fait ça, vraiment, c'est magnifique, c'est de qualité professionnelle. Vous avez vraiment, vous aurez des pratiques, vous aurez des enseignements pendant... je vous dis, vous aurez l'impression vraiment d'être au stage. Vous avez un séminaire que j'ai donné à Paris, qui a été longtemps vendu, maintenant qui vous est offert. Vous y accédez, vous avez 9 vidéos de 1 heure, donc vous voyez c'est assez conséquent, et puis un bonus de 2 vidéos de 15 minutes. Là c'est pareil, normalement ça vaut près de 150 €, c'est offert. Le CD du mois, ce sont des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés. Vous en recevez un tous les mois, c'est 20 minutes, une demi-heure à peu près, parfois 40 minutes. Et là aussi, c'est un super complément
à vos cours et c'est un vrai régal. Normalement, ça vaut 95 €, ça vous est offert. Donc en fait, si vous deviez acheter l'ensemble avec les bonus, vous en auriez pour plus du double. Donc là, nous, on vous fait 11,29 € jusqu'à demain soir pendant 24 heures. Pourquoi 24 heures? C'est parce qu'en réalité, on ne veut pas prendre trop de monde. Nous, ça nous fait énormément de monde. Aujourd'hui, on traite des centaines de mails par jour. Donc, si on prend trop de monde, nous, on a du mal à faire votre suivi. Donc, pour nous, c'est précieux. C'est important qu'on puisse assurer votre suivi tout au long, au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre trop de monde et qu'on limite à 24 heures. Donc, vous allez tout simplement sur la page coursbruno.fr. Là, vous aurez une petite explication. Si vous êtes pressé, vous pouvez, dans cette page, vous avez plusieurs boutons pour tester la démarche. Vous testez, vous essayez, vous voyez si ça vous parle ou pas. Et puis si ça vous parle, eh bien, on se retrouve de l'autre côté. On peut retirer l'image. Voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir. Maintenant, on va vous laisser avec Dr Cyril Asif-Thomas. Ouais, ça vous permettra de voir que c'est sérieux. On fait les choses avec le cœur aussi. Pour nous, c'est... Et vous pourriez demander à n'importe qui est déjà venu dans les stages, toute l'implication qu'on met à vous accompagner, à vous aider. On essaie de ramener justement de l'humanité dans cette société qui en manque tant. On essaie de remettre en avant la bienveillance, le respect de soi-même aussi, parce que ça commence par là, comme je l'ai dit depuis le départ. Si vous ne prenez pas soin de vous, c'est plus difficile de prendre soin des autres. C'est pas à votre détriment, mais le bonheur c'est pour tous, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour vous. Donc je pense que prendre soin de vous participera très largement au bonheur des autres. D'ailleurs, je cesse de répéter, souvent je leur dis, je parle aux parents, je leur dis, vos enfants n'ont pas besoin de parents heureux, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Parce que je pense que comme on a tous été enfants, je pense qu'un enfant, la chose qu'il souhaite le plus, c'est de voir ses parents épanouis, heureux, parce que pour lui, c'est un super repère. Il se dit, le bonheur est possible. Donc, en tout cas, c'est le cadeau que vous pouvez faire aux autres. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux qu'on aime. C'est d'être heureux, tout simplement. Et d'arrêter de se culpabiliser surtout, parce que ça fout un vrai bazar quand même dans la vie. Donc, comme disait un auteur américain, si vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. Allez, passez une bonne soirée. On vous laisse avec notre ami Cyril et puis on espère vous retrouver dans les cours. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent. C'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.